Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live consacré à l'entrepreneuriat et particulièrement au fait de s'associer pour entreprendre. Alors ce soir, nous allons recevoir une avocate en droit des affaires que je connais, qui est une amie, qui est une experte dans sa matière, qui s'appelle Bérangère Coussol et qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour répondre à vos différentes questions. Alors, à nous rejoindre. Coucou Bérangère! Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau live. Voilà, je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir ce soir Eh pour un ben, nouveau live consacré au sujet de l'entrepreneuriat. Alors, on va le dire direct aux gens qui nous regardent, nous sommes amis. merci. Voilà, les gens s'en rendent compte aussi quand ils regardent tous mes lives. J'invite beaucoup d'avocats, mais il s'avère qu'étant ancienne avocate, j'ai beaucoup de connaissances avocates et surtout qui sont experts dans leur domaine. Et aujourd'hui, sur ce sujet de l'entrepreneuriat, voilà, de l'association pour entreprendre, eh bien, j'ai directement pensé à toi et donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir sur ce sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Alors, écoute, ce que je te propose pour commencer, si ça te va, c'est que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, ton parcours, pourquoi tu as choisi d'exercer en droit des affaires. Alors, je m'appelle Bérangère Coussol, donc je suis avocate en droit des affaires et plus particulièrement en droit des sociétés. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs dans les trois étapes de la vie d'une société, c'est-à-dire la création, le développement, donc c'est-à-dire un suivi day-to-day, et jusqu'à la transmission de celle-ci. Et donc, pour arriver à ce métier-là, j'ai fait une licence de droit, puis un master de juriste d'affaires à l'université de Toulouse. Et j'ai fait mes études, j'ai fait également l'école des avocats à Toulouse. Et je suis arrivée sur Paris, où j'exerce actuellement, dans le cadre des stages obligatoires à l'école des avocats, puisque j'ai fait un stage à la direction juridique de Renault. Et après, j'ai décidé de rester sur Paris. Voilà. Ok. Est-ce que je peux te demander quel est le profil de tes clients aujourd'hui? Alors, mes clients, ils ont un profil varié parce que l'un des mots d'ordre de l'avocat, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter aux différents secteurs d'activité des clients. Donc, j'ai plutôt des clients qui sont des entrepreneurs qui ont la trentaine, avec soit qui dirigent des startups ou des TPE. J'ai quelques PME également et dans des secteurs d'activité très variés puisque j'ai des gens qui sont dans l'audiovisuel, d'autres qui sont dans la formation, dans la restauration, c'est vraiment dans le e-commerce également. Donc c'est vraiment varié et c'est ce qui m'intéresse aussi et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier d'avocate en droit des affaires. C'est parce que j'ai toujours été curieuse de comprendre les gens qui entreprennent et aussi de découvrir les différents secteurs d'activité qui constituent l'économie en France, plus les sujets financiers. Et donc, c'est vraiment cette curiosité-là qui m'a amenée vers cette matière. D'accord. Alors justement, tes clients, parlons-en, tes clients qui veulent s'associer. Généralement, qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ils se disent qu'ils vont se mettre à plusieurs dans une idée de business? C'est quoi qui les motive sur ce genre de projet? La motivation, la plus classique, c'est la mise en commun en fait de leurs compétences techniques, de leurs compétences métiers, mais également des moyens financiers. Euh, D'accord. pour en fait, cette mise en commun de ces moyens-là va leur permettre de développer leur force de frappe, qu'elle soit commerciale et opérationnelle, mais aussi la mise en commun d'idées pour créer de l'innovation, déterminer le produit, le type de service ou de produit qu'ils vont vendre. Ouais. Donc c'est vraiment ces points-là qui les motivent en priorité parce que ils se disent qu'à plusieurs, on a une force de frappe qui est plus importante que seule. Plus le fait voilà, qu'il y a des personnes qui préfèrent aussi entreprendre à plusieurs que seules parce que ça les rassure aussi de ce point de vue-là.
Oui, alors c'est vrai que tu parles de la mise en commun finalement d'actifs, on va dire, de forces vives, voilà, on appelle un peu l'apport en industrie, l'apport en capital, Mm. en langage juridique. J'imagine que la réduction des frais, ça doit aussi être quelque chose qui rentre en compte dans la balance au moment de s'associer. Bah, effectivement, quand on est associé, c'est-à-dire le coût de création d'une structure juridique est à peu près le même que l'on soit deux ou trois. D'accord. Effectivement, ben, plus on est d'associés, plus on se partage les frais de constitution d'une société et les frais juridiques, puisque l'avocat va facturer la structure. Et donc, s'il faut réabonder en cash au début, notamment de la création, quand la société bah, n'est qu'au début et donc ne vend pas encore forcément les produits qu'elle est en train de développer ou les services qu'elle est en train de développer, ou n'a pas la trésorerie disponible, c'est les associés qui vont abonder en cash la société. Donc, forcément, ben là, on a plus de moyens, c'est-à-dire que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens au départ de lancer tout seul une société, et bien de pouvoir la lancer d'un point de vue financier. Après, sur les compétences, c'est vrai que certains secteurs d'activité nécessitent des compétences complémentaires. Et donc, au lieu que chaque fondateur, en gros, crée sa propre structure et qu'il y ait un partenariat entre ces deux structures, il préfère investir dans une structure commune où ils vont développer ensemble ces activités complémentaires. D'accord. Et alors, j'ai la question en tête à poser que probablement tout le monde se pose. Mais alors, quand on s'associe, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que de se partager les parts d'une société de manière égalitaire? Par exemple, quand on est deux, de faire un 50-50, ou quand on est trois, de faire un 33,33%. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à tes clients ou au contraire, dont tu essaies plutôt de les dissuader? Alors, bah, c'est un peu la fausse bonne idée, c'est-à-dire que souvent les clients arrivent en se disant ben, on va avoir une égalité parfaite, que ce soit tant en termes de décision en tant qu'associé, que dirigeant ou autre. Donc, on va faire 50-50 ou un tiers chacun. La problématique, c'est que ben, c'est des situations qui, si on n'a pas fait appel à un avocat, si on n'a pas organisé certaines choses, peuvent entraîner un blocage de la société. Typiquement, il y a certaines décisions qui nécessite l'accord des associés. Donc, quand on est à 50-50, mais ça va être l'accord des deux associés, puisque à chaque fois, les clients demandent une égalité parfaite. Hein, donc, il n'y en a pas un qui peut décider sans l'autre. Et le problème, ben, c'est que si il y a un litige ou un désaccord qui n'est pas forcément opérationnel, hein, souvent, entre les deux associés, ben, la moindre décision collective, c'est-à-dire la moindre décision d'associé, ne pourra pas être prise et ce qui peut entraîner un blocage de la société, c'est-à-dire par exemple, on va plus pouvoir approuver les comptes, on va plus pouvoir renouveler les mandats des dirigeants ou fixer la rémunération, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas forcément des décisions extraordinaires ne pourront pas être prises et ça peut entraîner un blocage de la société qui se résoudra par un litige devant les tribunaux de commerce. Et donc, afin d'éviter cela, le mieux, c'est d'ores et déjà d'organiser le pire. En fait, l'avocat, on est là pour anticiper le pire. Les fondateurs, ils arrivent, eux, ils sont dans la phase mariage, honeymoon, Lune de miel, ouais. lune de miel. Et moi, j'anticipe d'ores et déjà le divorce. Et donc, comment on l'anticipe? Ben, par la rédaction, par exemple, d'un pacte d'associés où on D'accord. va prévoir un certain nombre de clauses, notamment une clause spécifique quand on est à 50-50, ou après un certain nombre d'étapes de conciliation, de tentatives de conciliation préalable, ben, l'un des associés, notamment celui qui bloque sans raison, hein, parce on peut avoir des raisons hein, de bloquer, mais sans Bien raison, sûr, bien sûr. et que ça entraîne un véritable blocage et une paralysie de la société, ben, il va s'engager auprès de l'autre associé à lui céder ses titres afin que ben, l'autre associé puisse continuer en fait l'activité et que la société survive à ce désaccord grave et majeur quoi. Donc c'est vraiment 50-50 ou une égalité parfaite, on peut y penser, mais il faut absolument un pacte d'associés et l'organiser parce qu'on se retrouve trop quoi. Moi j'ai déjà vu des clients où effectivement ils se retrouvent dans des situations où pendant des années ils sont en contentieux pour savoir le rachat des actions, la société est paralysée puis ça entraîne en fait ça conduit tout simplement à la mort de la société et du Ouais. business. Oui, donc du coup, ce pacte d'associés, c'est un peu comme un contrat de mariage, en fait.
entre les époux et voilà, et on envisage le pire en cas de blocage, de désaccord et on réglemente voilà comment ça va se passer, devant quel tribunal, enfin quel va être un peu le process, si j'ai bien Ouais, compris. c'est même d'éviter. euh, Oui, le but, c'est vraiment d'éviter d'aller même devant les tribunaux. Hein, c'est vraiment de trouver. On organise en fait la transaction qu'il aurait pu y avoir sans pacte d'associés. Mais là, c'est d'ores et déjà fixé, c'est-à-dire que on a des règles. Les deux parties, c'est un contrat, donc ils sont engagés à respecter ces ouais, règles-là. Et comme ça, la porte de sortie, elle est déjà prévue. Peut-être qu'ils ne l'utiliseront jamais, est ce que j'espère pour mes clients quand ils viennent dans ce cas-là, j'imagine, mais ouais. en tout cas, ils sont rassurés, la situation, elle est prévue et on a une porte de sortie. Et le pacte d'associés, c'est un contrat qui est confidentiel, à la différence des statuts qui, eux, sont publics. Et en plus, maintenant, avec des sites comme Papers, on peut retrouver facilement les statuts de tout le monde gratuitement. Là, c'est un contrat, on va déterminer trois grands types de règles. Les règles qui vont être liées à ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qui a le pouvoir de décision au Ouais, sein de la société. Par exemple, vous prévoir dans cette catégorie-là une limitation des pouvoirs des dirigeants, c'est-à-dire qu'ils devront d'abord obtenir l'autorisation de d'autres associés, puisqu'il y a des décisions que les dirigeants peuvent, des décisions opérationnelles que les dirigeants peuvent prendre seuls, c'est-à-dire qu'ils peuvent engager seuls la société, sauf ouais, si on prévoit un comité où les associés auront leur mot à dire, ou d'autres fondateurs hein, auront leur mot à dire avant que le dirigeant prenne cette décision-là. d'accord. Donc là, c'est vraiment cette partie-là où on peut organiser les pouvoirs au sein de la société. Après, on a une autre catégorie qui va être liée à la cession des titres, c'est-à-dire que si l'un des associés veut céder ses titres, eh bien, on peut prévoir un droit de priorité pour les autres associés, c'est-à-dire qu'ils pourront racheter en priorité les titres à la même valeur que ce que proposait éventuellement le tiers, hein, mais ils ont un droit de priorité. À défaut, ben, on va prévoir le fait que un droit d'agrément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rentrer un tiers qui n'est pas agréé par les associés, parce qu'un associé peut dire, OK, moi je ne veux pas te racheter, mais je ne veux pas avoir n'importe qui non plus, Bien notamment un sûr. concurrent éventuellement. Et donc on va voilà, régir, organiser et régir tout ce qui est lié à la cession des titres. Et après, il y a une troisième catégorie qui va être par exemple l'engagement des fondateurs. Parce qu'au sein du capital d'une société, on peut avoir des associés qui ne sont pas forcément opérationnels au sein de la société Ouais, et d'autres qui sont opérationnels. Et la valeur ajoutée, l'une des valeurs de la société, la valeur ajoutée, c'est les fondateurs et leur expertise pour le développement de celle-ci. Donc on n'a pas envie, notamment pour des investisseurs, on n'a pas envie forcément que du jour au lendemain ils quittent le navire et que après on les garde, notamment on va dire en sleeping partner, c'est-à-dire qu'ils restent associés au sein de la société. Donc on a quelqu'un qui n'est plus opérationnel et qui bénéficie du statut d'associé alors même qu'il ne s'implique plus au sein de la société. ouais, Donc là, on peut mettre en place ce qu'on appelle des engagements des fondateurs, où par exemple, si ils démissionnent au bout d'un s'ils démissionnent à un certain moment, par exemple, on peut prévoir une limitation dans le temps, c'est-à-dire après 2 ans après la constitution de la ouais, société ou après un investissement, et ben ils s'engagent à céder leurs titres, par exemple, à un autre fondateur opérationnel ou aux autres associés. On peut prévoir des décotes sur le prix ou autre. Et on anticipe aussi dans cet engagement-là tout ce qui va être lié au décès, une incapacité ou une invalidité permanente d'un des fondateurs. C'est-à-dire qu'il ne peut plus exercer, mais c'est indépendant de lui, hein, forcément. bien Et sûr. donc là, il faut permettre aux autres de continuer et éventuellement de faire rentrer un autre associé qui aurait ces compétences-là opérationnelles et qui pourrait Ouais, participer au développement de la société. Et donc, on va organiser aussi, par exemple, la cession au profit des autres associés pour à la fois trouver une porte de sortie pour l'associé qui est en incapacité ou en invalidité, ou bien sûr. éviter aussi qu'on ait les héritiers qui deviennent associés de la société. Et Ouais. là, bien sûr, ça se fait à la valeur de marché. Le but n'est pas de sanctionner le fondateur qui est décédé ou qui a une incapacité, mais c'est trouver vraiment toujours, on est toujours dans la logique de la porte de sortie Ouais, offerte aux autres associés qui ont peut-être besoin de compétences externes pour continuer à développer la société. ok. Quel regard d'experte tu portes
sur le fait de s'associer en famille, entre amis, en couple. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Alors, ça peut, en fait, c'est ni une bonne idée ni une mauvaise idée. Après, il faut toujours garder la logique opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable intérêt pour la société et pour le développement de celle-ci. Mais Ouais, dans tous les cas, et c'est vrai que souvent ça peut être touchy, mais dans tous les cas, même dans ce cas-là, il faut prévoir un pacte d'associés. Parce que c'est pas parce que c'est la famille qu'on va bien s'entendre. D'ailleurs, on le voit dans les successions, dans les divorces, c'est on s'est clair. aimé et maintenant on se déteste. Donc en plus, quand il y a voilà, des questions d'argent, ça peut tendre les relations. Donc là, c'est pareil, il faut un pacte d'associés et on considère l'autre comme son associé, pas comme son conjoint, pas comme son frère, pas comme Ouais, sa sœur. C'est vraiment un associé. Parce que typiquement, moi, j'ai eu des clients, deux amis d'enfance qui se connaissaient depuis l'âge de 2 ans, gros litige entre eux. Il n'y avait pas de pacte d'associés. Donc, on n'avait pas prévu la sortie. Moi, je n'étais pas là à la Constitution, mais ils n'avaient pas prévu la sortie potentielle. Et donc, ça a fait l'objet quand même de négociations pendant plusieurs mois, presque un an même, pour réussir à sortir mon client qui voulait quitter la société parce qu'ils étaient en complète divergence. C'est-à-dire dès lors que ouais. les intérêts sont plus alignés, ça crée des tensions et effectivement le pacte d'associés évite de se retrouver dans une situation de blocage. Il faut vraiment avoir à l'esprit que faire appel à un avocat, c'est un investissement. Souvent, les gens l'analysent comme une dépense en se disant ah ben, je peux trouver moins cher, je peux créer mes statuts sur Internet ou autre. Mais c'est un véritable investissement parce que derrière, si par exemple on ne prévoit pas un pacte d'associés, vous allez avoir une véritable dépense en frais de Ouais. justice, en frais d'avocat, et qui sera beaucoup plus importante au final que l'investissement de départ. Oui, sans compter le stress, la perte de temps et puis même Voilà, la le perte de temps. préjudice finalement causé à la société pendant tout ce temps qui va peut-être tourner au ralenti ou qui va se retrouver totalement bloqué et qui peut même pénaliser le chiffre d'affaires finalement. Bah oui, tout à fait, parce que quand on est un fondateur opérationnel et associé et que l'on essaye de se sortir d'un litige avec d'autres associés, forcément, c'est du temps que l'on consacre pas au développement de la société. Donc, il y a ce préjudice, on va dire, aussi financier et business. Parce que surtout, en plus, par exemple, quand c'est un ancien proche, ça peut avoir aussi voilà, des conséquences même voilà, psychologiques sur le Bien fondateur sûr. qui fait qu'il n'est pas capable de continuer le développement de sa société. Ok. Alors, selon toi, c'est quoi les questions qu'il faut se poser avant de décider ou avant de proposer de s'associer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a des grandes réflexions à mener? Oui, en fait, déjà, la première question, c'est de savoir, de déterminer ses objectifs, on va dire, opérationnels, euh, afin de déterminer notamment ses besoins financiers, ses besoins, comme on disait, techniques, puisque c'est ça, hein, c'est la mise en commun de compétences métiers et de compétences financières, en gros. Et il faut savoir où l'on veut aller, qu'est-ce que l'on veut développer pour, un, déjà déterminer est-ce qu'on a besoin d'un associé tout de suite, ou est-ce que ça peut arriver plus tard, parce qu'on n'est pas obligé de s'associer dès le départ. On peut travailler avec des partenaires, hein, avec des sociétés partenaires. Déterminer les équilibres aussi entre les deux associés. Parce qu'on peut avoir un associé qui, par exemple, sera minoritaire au sein de la société parce que ce sera plus un associé qui va apporter un soutien financier ou un associé qui va apporter un soutien opérationnel mais qui n'aura pas forcément les moyens aussi d'investir dans la société. Donc il y a vraiment ces questions-là à se poser parce que le but de l'association, c'est pas de se dire ah ben j'ai créé une société, on est trois associés, c'est super. Non, c'est vraiment que l'association réponde aux besoins réels de développement du produit, du service et du business. Donc c'est vraiment ces questions-là à se poser et réfléchir aussi à avec qui l'on veut s'associer, qui pourrait Ouais, répondre à nos besoins opérationnels euh, pour développer au mieux la société. Parce qu'après, bien sûr, on peut s'associer au sein d'une société, mais on peut aussi avoir sa société, être seul, l'avoir développée, et un jour, on se rend compte que on a un partenaire qui lui-même a sa société. Finalement, ce serait bien de constituer une société ensemble. Donc, on peut ouais, constituer notre société, on peut aussi fusionner les deux sociétés. Je veux dire, c'est possible.
Ce que l'on crée au départ, ce qui est important, c'est d'organiser, si on a plusieurs associés, les relations dès le départ. Mais si on est seul, on peut après s'associer par la suite. Tout est possible. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que l'on voit aussi, c'est-à-dire on a parfois une personne seule ou quelques fondateurs et qui à un moment vont s'associer avec des investisseurs financiers ou des sociétés tierces parce qu'ils ont besoin de leurs compétences ou que le partenariat est logique, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des formes de société finalement qui sont plus propices à l'association que d'autres? Alors, euh, si on est sur les sociétés commerciales, parce que bien sûr, si on a Ouais. une société civile, il faut avoir le statut, avoir des statuts d'une société civile. Si on est sur une société commerciale, on a deux grands types de sociétés qui sont les plus usuels, la société à responsabilité limitée et la société par action simplifiée. Les deux, d'un point de vue purement développement du business en soi, sont à peu près équivalentes. Ce qui Ouais. va changer, ça va être typiquement des questions de souplesse, c'est-à-dire que par exemple dans une SAS, on peut prévoir certaines clauses ou modifier certaines choses par rapport à la SARL dont les statuts sont très bien, très encadrés d'un point de vue légal. Et après, ça va être une question de comment on va se rémunérer. Est-ce qu'on va se verser plutôt des dividendes? Est-ce qu'on va se verser plutôt une grosse rémunération de dirigeant et très peu de dividendes? Quel était notre statut avant? Est-ce qu'on était salarié? Est-ce qu'on était déjà indépendant? Parce que le choix de l'une ou l'autre peut entraîner un changement de statut social et donc peut avoir un impact sur, par exemple, les droits à la retraite pour lesquels on a cotisé précédemment. Donc, ça va vraiment dépendre de ces facteurs-là parce que ça peut être plus intéressant pour l'une de se verser des dividendes d'un point de vue fiscal et d'un point de vue fiscal essentiellement, Ouais, ouais. et ça peut être plus intéressant pour l'autre société de se verser une rémunération plutôt que des dividendes parce que ça va être plus intéressant d'un point de vue des charges sociales payées sur la rémunération. D'accord. Voilà. Donc Et alors, c'est vraiment ça. vas-y, vas-y, je t'en prie. Du coup, on l'étudie au départ en fonction de ces caractéristiques-là. Et bien sûr, je m'accompagne aussi pour la détermination de la forme juridique de compétences tierces. Ça peut être l'intervention d'un expert comptable ou d'un avocat en droit fiscal pour déterminer la forme de la société la plus adaptée aux besoins du client. D'accord. Alors, il y a Vanessa qui nous pose une question en direct. Elle nous dit, et pour deux artistes qui s'associent. Alors, j'imagine que la question, c'est quel statut, quelle forme de société peut-être pour deux artistes. Alors, je ne sais pas si tu as une réponse toute faite, Bérangère, ou... Alors, j'ai pas forcément de réponse toute faite. Après, je pense qu'il y a peut-être un sujet. Je pense que la question se pose par rapport au statut d'intermittent éventuellement du spectacle. Alors ça, moi, je suis pas une spécialiste, mais par contre, pour deux artistes qui s'associent, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si on crée une société, par exemple, que ce soit dans le visuel, le cinéma. Par contre, ce qui va être très important, c'est dans le pacte d'associés, on va insérer des clauses qu'on insérait pour d'autres, mais on va prendre encore plus le temps, liées à la protection de tout ce qui va être droit de propriété intellectuelle, Bien droit sûr. d'auteur, la marque, tout ce qu'on va développer et qui va en fait être la valeur de la société. Et donc s'assurer que ces droits-là sont bien, c'est bien la société qui en est Ouais. titulaire. Après, là, comme on est sur un sujet lié à la propriété intellectuelle, pour la rédaction de ces clauses ou anticiper tous ces sujets-là de transfert de droits d'auteur ou autre, moi, de toute façon, je fais appel à un avocat en droit de la propriété intellectuelle parce que de toute façon, moi, j'interviens sur le droit des sociétés. J'ai Bien des sûr. compétences et je suis là pour donner des alertes aussi sur certains points, c'est-à-dire quand on a une activité qui est liée à une réglementation spécifique. Mais par contre, je préfère pour l'intérêt du client, parce que c'est vraiment mon objectif, m'adjoindre les compétences de personnes qui sont spécialisées et qui en plus souvent vont suivre le client tout au long de la vie, tout au long de de la vie de la société, parce que leur compétence va être liée à l'activité de la société. Ouais. Ok. Non, mais c'est très clair. Alors toi, justement, comment t'associes tes clients tout au long de leur association? Alors,
Comme je l'ai dit, j'interviens pour la création, donc pour les aider sur le choix de la structure, rédiger l'ensemble de la documentation liée à la Constitution. Après, moi, j'ai à cœur d'accompagner mes clients tout au long, si possible, et s'ils veulent bien, tout au long de la vie de leur société, et de créer une relation de confiance. Parce que vraiment, le but, c'est de créer une relation de confiance, c'est-à-dire que le client puisse m'appeler, même si ça relève pas forcément de ma compétence, que je puisse lui trouver un interlocuteur ou déjà des premiers éléments de réponse, euh, c'est-à-dire qu'il puisse faire appel à moi et que je sois un peu le maître d'orchestre, c'est-à-dire lui Ouais. permettre via mon réseau de partenaires de lui trouver quelqu'un pour avoir sa réponse. Et après, moi, je vais intervenir sur la partie développement et je vais faire le suivi du droit des sociétés dit day to day. À chaque fois qu'il va falloir prendre une décision collective des associés, rédiger certains contrats liés au droit des sociétés, je vais conseiller le client et intervenir. Et on va avoir aussi, éventuellement, dans le cadre de la transmission, anticiper d'ores et déjà la transmission, voir avec le client ce qui est le plus intéressant pour lui à mettre en place. Ouais. Anticiper aussi le futur. Et ce qui est intéressant quand on a des clients que l'on suit dès le début, c'est que, on les connaît mieux, plus on avance forcément dans la Bien sûr. relation. Donc, on sait mieux comment ils réagissent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, et aussi, ça permet, donc du coup, ça permet d'être plus pertinent, mais c'est surtout qu'on grandit ensemble aussi, et je connais mieux l'environnement de la société, son business, et donc je suis plus à même encore plus de le conseiller de manière avisée pour certains choix, parce que le but de l'avocat, c'est aussi d'aider à la prise de décision Oui. juridique. Voilà, donc c'est vraiment assister, conseiller, accompagner et aider pour la prise de décision juridique. T'es une vraie partenaire, quoi, en fait. C'est T'es ça. une vraie partenaire de la société, enfin tous les jours, quoi. Voilà, Day c'est to ça. day, comme on dit. Yeah. Ouais. Alors, on approche de la fin de notre live. Est-ce que toi, tu aurais des conseils un peu pratiques à donner aux personnes qui nous regardent et qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat à plusieurs, donc en s'associant? Comme je l'ai dit, il faut voilà, déterminer son business, déterminer ses objectifs, vérifier qu'on les intérêts aussi des personnes qui veulent s'associer soient alignés et surtout faire appel à un avocat. Parce que un avocat en droit des sociétés, faire appel à moi, parce que il Faites faut appel à Bérangère. Faites appel à voilà, Bérangère. il faut anticiper les litiges futurs, mais c'est aussi l'avocat, par exemple, pour négocier avec ses associés, certaines clauses qui sont pas forcément, ou certains points où on est un peu mal à l'aise, le rôle de l'avocat aussi, c'est de permettre d'avoir cette distance. C'est-à-dire, Oui, c'est plus moi, associé personne physique, qui te demande cette chose-là, c'est l'avocat qui nous conseille. Donc déjà, ça passe mieux et on peut trouver des solutions à des sujets qui, les associés ont du mal à discuter entre eux de ces points-là. Donc faire appel à un avocat, et en plus de ça, typiquement, c'est un investissement, mais ce n'est pas une dépense, comme je l'ai dit. Et on peut regarder sur Internet, mais Internet a aussi ses limites. C'est-à-dire que moi, j'ai certains clients qui parfois viennent me voir, me ouais. proposent des montages qui ne sont pas adaptés à date à ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que ça va leur coûter trop cher et ça ne sert à rien tant que leur société n'est pas vraiment lancée. Donc c'est vraiment le conseil d'un avocat, c'est indispensable à mon sens. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on existe, parce que typiquement, je pense pas que les gens qui nous écoutent iraient chez un carrossier pour se faire poser un implant dentaire. Voilà. Alors, on a une question de Delidia qui nous pose la question suivante. Est-ce que tu conseilles aux associés de venir te voir ensemble ou séparément? Alors, généralement, en fait, il peut y avoir les deux cas. Soit les associés sont représentés chacun par un avocat. Ça arrive plus dans le cas
où on n'est pas ils n'arrivent pas au moment de la création, c'est-à-dire qu'on a des associés qui ont déjà leur boîte et qui veulent s'associer avec un Oui, tiers. Et généralement, ben là, on conseille quand même que le tiers est un avocat et que moi, par exemple, ou inversement, hein, je représente les associés de la société. Quand on est au début, dans lancement d'une création, euh, on peut aller voir un avocat qui peut représenter l'ensemble des associés. Tout va dépendre voilà, de l'intérêt, si les intérêts sont alignés. Puisque le but de l'avocat, c'est de défendre aussi les intérêts du client. Donc, si les intérêts ne sont pas alignés, à ce moment-là, il peut être intéressant d'avoir chacun son avocat. Mais au début de la création, si on est d'accord sur ce qui est proposé, un seul avocat peut suffire. Et de toute façon, moi, quand j'interviens pour plusieurs associés, c'est-à-dire qu'on vient me voir pour une création, rédiger un pacte. De toute façon, ce que je rédige toujours, c'est ce qu'on appelle un petit deal mémo, c'est-à-dire un tableau avec les clauses principales du pacte. Et on échange ensemble de ces principes qui vont être insérés dans le pacte, afin d'être sûr qu'on soit tous d'accord. Et s'il y a un moment, un blocage, qui peut être un blocage majeur, à ce moment-là, je pourrais toujours proposer à l'un des associés de faire appel à un confrère pour le ouais, représenter si l'un des associés aussi n'est pas à l'aise d'être bien sûr. représenté par un seul avocat représente l'ensemble des associés. Oui, et puis l'idée, c'est que toi, tu te retrouves pas non plus en conflit d'intérêts, parce C'est que, en ça. fait, au Voilà. stade de la création de la société, tu représentes presque plus les intérêts de la société que les intérêts des associés. Mm. Seulement, bah, quand il y a une, comment dire, une divergence d'intérêts au sein des associés, forcément, tu peux pas en conseiller un au détriment de l'autre. Donc, Oui, effectivement, c'est comme si un client veut s'associer avec un de mes clients actuels veut s'associer avec quelqu'un d'autre. Euh, Moi, typiquement, là, j'ai le cas, c'est un client qui s'est associé avec une tierce personne et qui a monté un nouveau business. Lui, il n'a que 30% du capital et des droits de vote, et l'autre associé, donc qui n'était pas ma cliente au départ, est majoritaire. Bon, ben, je lui ai expliqué directement que j'étais là, si les deux m'engageaient, je prendrais en compte le fait que l'autre associé est majoritaire. Que je n'allais pas essayer de lui obtenir des clauses bien qui ne sûr. seraient pas obtenu si chacun avait son avocat. Hein, donc oui, parfois, si moi-même je ne suis pas à l'aise ou pour des raisons professionnelles, je peux être en conflit d'intérêts, bien évidemment, là, à ce moment-là, je me déporte et je conseille aux associés de faire appel éventuellement à un autre avocat pour les représenter et moi représenter éventuellement mon client existant ou l'un des associés. D'accord. Bah écoute, merci Bérangère, c'est vraiment super clair. Bah, tous les gens qui nous regardent, hein, que ce soit en live ou en replay, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je les transmettrai à Bérangère. Et sinon, bah, de toute façon, Bérangère, je pense que je communiquerai ton adresse mail. Voilà, si jamais il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin de se faire accompagner en vue de s'associer ou même en vue de créer leur société tout court, bien évidemment, je les redirigerai vers toi. Voilà. Eh bien, écoutez, ce live se termine. Merci Eh ben, Bérangère merci d'avoir beaucoup, accepté de Lucie. te livrer à cet exercice. C'était vraiment super, super intéressant. Merci Stazou de nous dire que c'était très intéressant. Ben voilà, comme ça, on est tous d'accord. Ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt pour un prochain live. Eh ben, Au merci revoir. beaucoup, Lucie. Bonne soirée à tous. Au revoir Au revoir. Bérangère. Salut.